Je vais vous parler aujourd'hui de deux livres. On passe à 2015, qui sont sortis cette année et qui m'ont donné à réfléchir parce qu'ils m'ont paru être le symptôme, entre autres, de ce que je pourrais appeler un populisme chic qui est peut-être dans l'air du temps. Comme vous le savez, en cette fin d'année, la France et quelques autres États-nations sont en guerre, en Syrie et en Irak en particulier, contre les djihadistes de Daesh et de diverses autres obédiences. En cette même année 2015, deux romans sont sortis qui s'inscrivent au cœur de cette histoire, celle de l'ascension de l'islamisme pour l'un, de l'islamisme totalitaire pour l'autre. Dans les deux cas, il s'agit d'œuvres de science-fiction. Dans le cas de Soumission de Michel Houellebecq, on assiste au triomphe de l'islam modéré dans la France de 2022 et avec lui à la fin d'un monde, celui de la démocratie et de la République laïque actuelle. Dans l'autre cas, 2084 de Boualem Sansal, c'est le triomphe planétaire d'un islamisme totalitaire et c'est la fin du monde, sous-titre de l'ouvrage. Il s'agit pour moi d'analyser ici, pas du tout le côté littéraire de ces deux romans, mais la vision que ces deux auteurs se font de l'histoire en question, avec un grand H et un petit, si vous voulez. C'est-à-dire donc celle d'un populisme chic, c'est-à-dire celle de la fin des États-nations, de la démocratie, et de toute résistance à ce processus terminal. Histoire d'un monde ou du monde, elle est étudiée à travers soit un microcosme, soit un macrocosme, vous allez voir, mais l'un et l'autre sont placés hors contexte, voire hors sol et hors causalité. En somme, l'histoire d'un monde ou du monde déshistoricisé. Je commencerai d'abord le titre et l'incipit de chaque ouvrage. Soumission. Chacun sait qu'en français, c'est une notion d'obéissance, de docilité, voire de passivité, qui peut renvoyer à la famille, à l'armée, à la société, à toute institution. Mais ce terme est par ailleurs ambigu, parce que ça peut vouloir dire l'acte de soumettre ou le fait d'être soumis par la force ou pas. Ça peut aussi vouloir dire être soumis par tempérament, si ça existe. Et enfin, bien que ce ne soit dit nulle part dans le roman, ce titre renvoie non seulement à tous ses sens, mais aussi à la traduction, selon Houellebecq et bien d'autres, du mot islam. Il existe évidemment une, voire plusieurs autres traductions, mais je ne rentre pas dans ce débat. L'incipit. Il s'agit d'une longue et très belle citation de Huysmans sur la foi et le doute, la prière et le nihilisme, d'un héros qui s'estime, citation, bon à rien, pas même à retrouver la foi dont il ressent pourtant intensément le besoin et la nécessité. Le titre de Boualem Sansal, complété du sous-titre funèbre La fin du monde, 2084, est un retentissant salut à Orwell, bien sûr, et à son 1984. La date elle-même, 1984, tient d'ailleurs un rôle important dans le texte, tout comme plusieurs mots-clés du roman d'Orwell. Quant à l'incipit, il est bref, 3 lignes entre guillemets, donc il s'agit d'une citation, mais l'auteur n'est pas fourni. La phrase est dense, brève, la religion fait peut-être aimer Dieu, mais rien n'est plus fort qu'elle pour faire détester l'homme et haïr l'humanité. Fin de citation. Il s'agit donc des thèmes de l'ouvrage, ou du thème et de ses tensions. On le voit, couverture et incipit placent donc ces deux ouvrages sous le signe de la grande littérature et de l'histoire, version apocalypse, soft dans un cas et hard dans l'autre. Alors, je donne une petite présentation d'ensemble et puis après de l'intrigue. Soumission est une manière d'abord, je dirais, de livre piège, où le jeu entre narrateur et auteur mène le lecteur un peu en bateau, vous verrez. Ce que cette stratégie met en œuvre, en tout cas, c'est la fermeture de la Sorbonne 3 à Jussieu, dans le 5e arrondissement, la rapide décomposition de la démocratie française, devenue coquille vide,
et l'absence de résistance ou de lutte à ce phénomène. Le héros, François, le prénom n'est pas choisi au hasard, est un mélancolique homme de 44 ans. Il incarne dans ce livre un genre d'étranger à la Camus, complètement étranger à sa propre vie, à celle des autres, et donc à l'écroulement de la France, tel qu'il l'a connu. Mais pas si étranger qu'il ne se soumette bien vite au nouveau pouvoir. Précisons que le chapitre de la soumission, qui est le dernier chapitre, est décrit au conditionnel, et vous verrez que c'est important. Ce livre présente certes de nombreux autres cas de soumission, mais celle du héros en est l'aboutissement, dernier chapitre. Pour ce qui est de cette dernière soumission, toutefois, il s'agit là, selon moi, d'un flagrant abus de langage, car François ne se soumet pas. Il se laisse acheter, il se vend. Son salaire il sera 10 fois supérieur, payé en dollars saoudiens, avec 3 épouses en prime. Soumission rime donc ici avec corruption, ce qui lui donne encore un tout autre sens. Passons à 2084. Atti, le personnage principal, est lui aussi un héros mélancolique, mais il est beaucoup plus jeune, il a 30 ans, et il est curieux. Il veut comprendre pourquoi le système totalitaire dans lequel il vit, sur fond de guerre permanente, d'ennemis permanents toujours renouvelés, de nombreuses guerres nucléaires passées et à venir, de désolation totale et de l'omniprésence de la police de la pensée. Pour comprendre, Atti va tenter de retrouver le passé, c'est-à-dire de remonter au moins jusqu'à 1984. Je ne vous explique pas les dates, c'est trop long. Cette tentative est difficile, voire impossible, car ce passé est perpétuellement effacé, recomposé, par une perpétuelle falsification de toutes les archives et donc de toute mémoire. Des milliers de bureaucrates y travaillent. Atti comprend, in fine, que tant d'énergie criminelle ne sert qu'à assouvir des jeux de pouvoir entre factions. Il rêve de s'évader, en tout cas, de ce monde fabriqué et décervelé. Et ce rêve est finalement réalisé grâce à la complicité d'un des hommes du pouvoir que cette fuite organisée arrange. En franchissant ma frontière, entre guillemets, Atti espère qu'il va gagner le monde de la liberté. Mais rien n'est moins sûr. Donc dans les deux cas, la fin théâtrale demeure floue et suspensive. Le héros de Houellebecq se convertit peut-être à l'islam, rappelons le conditionnel. Atti s'enfuit vers peut-être la liberté. Dans les deux cas, ce flou artistique donne l'impression, en tout cas pour moi, que l'issue, collaboration ou pas, liberté ou pas, ne change pas grand-chose, même ne change rien. L'histoire ici ni ne se répète ni ne bégaye, elle est, me semble-t-il, naturalisée, essentialisée et je dirais empaillée. Alors maintenant la construction de tout ça. Classique, 5 grandes parties, pour l'un et pour l'autre. Soumission évoque le misanthrope atrabilaire, amoureux, hypocondriaque, libidineux dans le cas de Houellebecq, le Tartuffe et son imposteur, et le Cid, bien sûr, le narrateur ayant affaire au Sarrasin et au fameux dilemme cornélien. En somme, une variation sur de nombreux grands thèmes classiques auxquels on pourrait ajouter la servitude volontaire de la Boétie, dont il est très diffus. Le récit avance au fil de scènes brèves, conduites par le monologue intérieur du narrateur. La langue est tour à tour élégante, classique, branchée, vulgaire, très vulgaire. Alors il évoque quoi? D'abord sa subjectivité, enfin c'est entrelacé, la mort de la mère et du père qui le laisse totalement indifférent, son chagrin d'amour qu'il exprime entre sanglots et désintérêt, ses soirées avec des maghrébines rencontrées sur Mythique qui sont excitantes mais sans plaisir. Autrement, il commente la montée de la vie politique autour de lui, c'est-à-dire celle des islamistes modérés vers le pouvoir, ses effets sur la Sorbonne et sur les élections présidentielles de 2022. On est en 2022. Finalement, après 2 semaines de scrutin houleuses, la France bascule dans une république islamique douce et habile, un genre de smart power. Les émeutes s'éteignent, le travail reprend, les femmes restent à la maison, le chômage baisse, l'université rouvre,
tout le monde est content. On est évidemment dans la satire et le pamphlet, à double tranchant. Au-delà, la perspective Houellebecquienne conchit la post-modernité, son individualisme libéral et humaniste. Il dénonce l'échec de l'Europe, son avachissement généralisé, ce sont ses termes, y compris celui du corps des femmes occidentales, cougarisées et bien sûr soumises. Quant à la femme musulmane, masquée de la tête aux pieds le jour, elle serait quant à elle le soir, à la fois érotique et pot-au-feu. L'expression étant reprise à Huysmans, sur laquelle il a fait une thèse et pour lequel il prépare un volume de la Pléiade, et cette femme fait rêver le narrateur. Ainsi, François souffre-t-il du mal de vivre dans cet univers dominé par les habitus de l'homme occidental contemporain, féministe, moderniste, consommateur, insupportable. D'où son apologie du patriarcat perdu, qui aurait le mérite de donner sens et stabilité à la société. Et d'où ses efforts pour renouer avec la foi. Retraite dans une église et un couvent près de Poitiers, à Martel. Les Sarrasins ne sont décidément pas loin. Mais c'est l'échec. Aucun lien avec la spiritualité n'étant possible, François est bien obligé d'admettre la solitude et le vide de sa vie. Englobant la triste platitude de la vie du narrateur, le récit se veut la fable de la soumission spirituelle de la France et de l'Europe au nouvel ordre global, lequel est introduit ici avec l'élection de Ahmed Ben Abbès. Je ne sais pas si c'est une allusion à Mahmoud Abbas, chef du parti de la fraternité. Cette élection improbable résulte du choix du PS et de l'UMP, toujours là en 2022, qui, pour barrer la voie à Marine Le Pen, ont appelé à voter pour ce parti. Pardon. Loin de la violence du monde de 2084, ici tout se passe dans la légalité et le balai des médias et des journalistes soumis, bien sûr, ô combien. Ils ont les mêmes noms qu'aujourd'hui. Quant au nouveau président de la République, désormais islamique, il est décrit par le président de la Sorbonne, qui est un intellectuel subtil, cossu et avide, comme un visionnaire cultivé et calme, qui entend construire une Europe méditerranéenne, musulmane et pacifique. Sa stratégie, les PME, la démographie et l'éducation nationale. Soumission donc de l'électorat par la peur du désordre et des universitaires par la corruption. Résistance, opposition, lutte, aucune. À la suite de la controverse déclenchée par ce livre, Agathe Novak-Chevalier, universitaire, spécialiste de Houellebecq dont elle est très proche, clarifie et éclaire, je cite, le vrai sujet du livre. Citation. Ce profond déficit, à la fois spirituel et ontologique, dans lequel s'ancre le nihilisme, hante et condamne la civilisation occidentale. C'est là le vrai sujet du livre. À la conversion religieuse comme abandon de soi à l'autre, Houellebecq oppose magnifiquement la conversation littéraire, construction de soi par l'autre. Alors évidemment, ce n'est pas du tout le même ton chez Boualem Sansal, qui renoue avec les grands classiques, mais à la Candide. Chaque livre s'ouvre par livre 1, dans lequel Attille regagne le code Sabbat. En quelques pages, les lieux et les personnages sont campés, et certains ont envie d'emmener le lecteur à en chercher les clés, à moins qu'il ne s'agisse de grosses ficelles. La capitale de cet empire, c'est Khotsabad, qui serait peut-être un mot valise entre Al-Quds et Bagdad. Abi, qui règne sur cet empire, évoque le nom de Ali, cousin gendre de Mahomet. Yola, qui s'écrit L-A-H, évoquerait peut-être Allah. Et Abi règne sur l'Abistan, nom qui renverrait peut-être à l'Iran, sur lequel Boualem Sansal a dit beaucoup de choses. À moins qu'il ne renvoie à l'Algérie, Sansal étant algérien, à la guerre civile et à ses accords avec les islamistes pour s'en sortir. Dans un entretien au Figaro, d'ailleurs, Sansal expliquait que si le catholicisme a détruit des royaumes, éradiqué des populations entières, il s'agissait d'une dérive, contrairement à l'islam qui se situe par essence dans le champ politique. Et il ajoute
Le prophète lui-même prônait le débat contradictoire autour des textes. La perte de cette tradition dialectique après le XIIe siècle a coïncidé avec le déclin de la civilisation orientale. L'Abistan serait donc l'aboutissement de ce déclin. Toujours dans le même entretien, Sansal établit un parallèle entre totalitarisme nazi et islamisme radical. Et dans son livre, il emploie de façon récurrente des termes comme génocide, extermination, ghetto, holocauste, pogrom, pour décrire les persécutions infligées aux populations de l'Abistan. Pour étouffer encore son sous-texte, il baptise un quartier de Côte-Sabad du nom de S21, en fait celui d'un ex-centre de torture Khmer Rouge installé à Phnom Penh, dans ce qui était à l'époque une école, et transformé depuis en musée historique qui pose bien des problèmes aux historiens. Donc deux autres personnes importantes, Nas, l'archéologue, connecté au passé, qu'il falsifie, et Koa, l'ami de Hati. Et puis, régnant sur tout ça, l'appareil, qui contrôle l'Empire et qui s'incarne en un groupe de privilégiés, la juste fraternité. Je vous rappelle, chez Houellebecq, le parti qui gagne les élections, c'est le parti de la fraternité. Quant à l'intrigue, Hati se rend compte que sa foi vacille, ce qui est très dangereux dans un monde où règne l'appareil, la juste fraternité, les télécrans et autres systèmes de détection de la pensée. Il est d'autant plus dangereux qu'il travaille au ministère de la Santé morale, où il expurge les textes et réécrit l'histoire. Hati en est pour l'instant au stade où il rejette l'écrasement de l'homme par la religion. Il le rejette d'autant plus qu'au début du livre, il a rencontré par hasard Nas, l'archéologue. Et ce dernier lui raconte qu'il vient de découvrir les ruines d'une ville très ancienne, qui ne correspond absolument pas à la version officielle du passé. Ce qui ne l'étonne pas, mais il est sidéré de ces ruines. Il se demande de quoi il s'agit et il s'en ouvre à Hati. Cette confidence contribue à déstabiliser notre homme qui décide de briser la chaîne qui amarre la foi à la folie et la vérité à la peur pour se sauver de l'anéantissement. Fin de citation. Petit à petit, il se rend compte que, sans oser prononcer le mot, il est devenu un mécréant. Mais ce qui n'est pas grave, au fond. Car dans ce monde, en effet, citation, il n'a jamais été fait obligation à quiconque de croire. Jamais rien n'a été tenté pour gagner son adhésion sincère. On lui impose le comportement du parfait croyant, c'est tout. Ayant également compris petit à petit que soumission et révolte forment un couple infernal, évidemment, la soumission engendrant la révolte et la révolte se résolvant par la soumission. Le terme soumission revient beaucoup chez Boualem Sansal qui se revendique de Houellebecq. Il en conclut que la solution à la vie entre ces deux pôles, c'est l'évasion, qu'il parviendra à réaliser. Avec Koa, qui est son ami, en attendant, il s'occupe alors deux passions. D'abord, leur langue, la bilangue, qui est évidemment la novlangue d'Orwell, qu'il décortique et dont il montre en particulier les fonctions performatives. Il montre aussi que tous les noms sont devenus monosyllabiques pour éviter l'ambiguïté, l'équivoque, la polyphonie et simplifier la langue. L'autre passion, c'est aller chiner dans les banlieues dévastées où règne encore un peu de pauvre liberté. Ayant appris qu'on pouvait accéder à ces espaces privilégiés via des filières organisées par la guilde des marchands de l'Abistan, nos deux héros gagnent le ghetto des renégats, ou règles, pour rester monosyllabiques, qui sont des hommes libres, portés par le vent, qui honorent Horus et qui dénoncent Big Eye, Big Brother, à coups de graffiti sur leur mur. En fait, ils sont très contents, mais ils découvrent que malgré les apparences, ces renégats servent au contrôle des croyants. Citation. Il faut un renard dans les parages pour que le poulailler soit bien gardé. Quant à ceux qui font de la connivence entre religion, Abistan et les règles, c'est le marché. Là-dessus, la proclamation d'un nouveau lieu saint, lié à la découverte de la fameuse ville par l'archéologue, entraîne la révision du récit de la vie d'Abid, on ne le voit jamais, avec festivité et de nombreux holocaustes. Hati et Koa décident d'aller en parler avec Nas pour en avoir le cœur net. Au ministère des Archives,
des livres sacrés et des mémoires saintes. Bon, pour y arriver, c'est toute une épopée, mais ils y parviennent. Parce que, entre autres, ils ont compris que l'Abystan est un monde autoritaire où peu de lois étaient appliquées. Donc ils se faufilent. Pour finir, ils sont cachés par un homme qui s'appelle Tos et qui a l'avantage de n'être pas vêtu comme tout le monde d'un burni, mais italique dans le livre, de pantalons, de chemises, de chaussures. Et dans sa maison, il y a des tables, des bibelots, des bahuts, et dans son arrière-boutique, tout un passé immobilier. C'est un brocanteur antiquaire, le même personnage que dans 1984. Ils vivent là un moment, puis dans un entrepôt où ils les cachent, eux ils en ont assez, ils se sauvent, ils se promènent, ils arrivent à la Kiliba, qui est évidemment un démarquage de la Kaaba, et la police aux trousses, ils se sauvent, se séparent, et Ati regagne l'entrepôt de Tos. À partir de là, il est utilisé dans une conspiration longue et compliquée que je vous passe entre dirigeants. J'ai fini. Chaque fois qu'il croit avoir recueilli ou compris quelque chose, il n'a fait que suivre docilement les chemins de la manipulation. Il vit pendant toute cette période dans le luxe opulent et voluptueux de Ram, un des dirigeants. Koa est mort, sa mort a servi les fins de Ram. Finalement, nous assistons au triomphe de Ram et de Tos, ces deux libérateurs comploteurs du char. Ils se sont mis d'accord pour réformer l'Abystan, en faire un pays où les affaires iront bon train et où on pourra même rêver. Quant à Ati, il obtient de se faire déposer près de la fameuse frontière. Résistance, opposition, aucune. Même ceux qui s'affichent résistants, comme les règles, sont finalement de mèche. Ati et Koa, certes, sont partis en quête de vérité et d'échappatoire. Leur méthode est pratique, pragmatique, empirique, mais sans la perspective, sans doute, que donne le projet collectif. En conclusion, de une minute, je dirais que nous aurons affaire, selon moi, à deux romans que je qualifierais d'épuisés. Épuiser les causes de ce monde, épuiser l'analyse de ses contradictions, du contexte, de la complexité, du politique, des liens sociaux. Bref, l'intérêt pour l'histoire et même pour le romanesque a fondu. L'histoire, en fait, est délibérément délaissée, rejetée et refusée, au profit d'un récit qui fait choc, masse, massue, assommoir, sans doute à l'image du thème, du sujet, qui écrase de façon soft ou façon hard. La fin de l'effroi pour l'un, dans le confort de la vénalité douce, l'effroi sans fin pour l'autre, dans un tout et dans tout retentissant. Nos deux auteurs s'adonnent d'autant plus volontiers à la fabrique de cet épuisement que la fiction de leur fiction, c'est qu'il s'agit de science-fiction. Merci.